Je me présente, Sophie Bruguière, donc je suis la présidente de l'association Jeux de Dames. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui a 9 ans d'existence cette année et qui expose dans les vitrines de la ville des artisans et des artistes de la région et voire plus loin. Donc vous avez à peu près 95 artistes et 95-96 boutiques, vitrines qui acceptent d'exposer ces artistes pendant un mois. À côté de ça, pour l'association, c'est très important aussi de réfléchir et de soutenir la place de la femme dans la société. Ça a toujours été mon challenge. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Laurence. Et ça fait peut-être la 3e ou 4e fois lors de la journée de la femme, donc mercredi dernier, nous portons un projet ensemble avec le cinéma Hermitage. Donc je remercie ici la famille Reynaud qui nous invite à chaque fois et qui nous permet ces temps de réflexion autour de sujets de société et des sujets qui nous concernent directement parce qu'on fait quand même partie de 50% de la population. Donc c'est important. Et je regardais juste avant de venir un film d'actualité qui va sortir ce soir. Donc vous pourrez le regarder en replay sur la chaîne publique, sur les Afghanes. Et j'ai regardé à peu près 20 minutes. Ça tord les boyaux. C'est vraiment dur. Mais c'est un très très beau film fait par une jeune femme cinéaste. Et je vous recommande vraiment d'aller voir ça. C'est sur les femmes afghanes actuellement. C'est la chaîne publique. Donc vous pouvez la voir sur 5, je pense, sur la 5 ou sur la 2. Enfin bon, c'est la chaîne publique. Et vraiment, j'ai vu les premières images. C'est très bouleversant et je trouve ça très très bien fait. Bon, merci Laurence de nous faire part de tes invités et de tout ce que vous allez pouvoir animer ce soir. Merci. Merci Sophie. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Donc j'ai ma liste de remerciements parce qu'il faut quand même être bien élevé, hein, c'est important. Donc merci à Jeux de Dames et à Sophie que vous venez d'entendre. Merci au cinéma, à Judith et aussi à Sabine. Et également à Lucas, que vous voyez là-bas, sans qui on aurait des problèmes pour projeter les quelques vidéos de notre artiste Marianne, qui se présentera tout à l'heure. Merci donc à Marianne Pascal et à Francesca Mosca pour leur présence aussi. Elles se présenteront elles-mêmes tout à l'heure. Merci à Antoine, notre libraire préféré, n'est-ce pas, qui va participer à la dédicace après tout ça. Et puis, merci à vous, donc surtout, essentiellement, d'être venus jusqu'à nous, parce que sans vous, on ne fait rien du tout. Voilà. Vidéo que j'ai créée en 2019, si elle ne marche pas, je vais être là. 1, 2, 3. Salut, je m'appelle MP. J'ai pas été élevée en banlieue. Je suis née dans les beaux quartiers. C'est pas pour ça que ça rend heureux. À la maison, on manquait de rien, mais sait-on de quoi on a besoin? Peut-être que ce qu'on me donnait, c'était justement pas ce qu'il me fallait. 1, 2, 3. Alors c'est dans la chambre bleue que je me suis demandé si sur les murs de la chambre bleue, j'allais pas y dessiner. C'est pas au lycée qu'on m'a mis, mais chez les bonnes sœurs que j'ai grandi. J'étais pas en survêt de basket, mais en jupe plissée et soquette. C'est pas dans la rue que je traînais, mais au champ de Mars que je jouais. Je tournais sur le manège en écoutant les contes de Blanche-Neige. C'est pas pour ça que j'étais heureuse, même si on m'apprenait à être pieuse, je sentais bien qu'il y avait autre chose et qu'il fallait un peu mettre sur pause. 1, 2, 3. Alors c'est dans la chambre bleue que je me suis révoltée, sur les murs de la chambre bleue que j'ai commencé à taguer. Après il a fallu que j'aille danser pour que je me trouve un mari, et pour ça on m'a mis au rallye et on m'a appris à valser. Fallait que je mette ma jupe en taffetas et que je chausse mes escarpins, que j'accepte tous les falbalas, mais j'en avais marre à la fin. 1, 2, 3. Alors c'est dans la chambre bleue que je me suis révoltée, sur les murs de la chambre bleue que j'ai continué à taguer. Après c'était encore l'école pour apprendre un vrai métier, et c'est quand même pas une bricole 6 années encore à se faire suer. J'en pouvais plus de la théorie, fallait passer à la vraie vie, et là c'est tout seul qu'on l'apprend, plus besoin de profs ni de parents. 1, 2, 3. Alors que la chambre bleue, des murs les tags fidés se sont envolés vers le ciel bleu et n'en pouvaient plus d'être enfermés. Ils sont partis par la fenêtre et sur les toits se sont baladés pour évacuer tout ce mal-être et trouver un peu de liberté. Vous voyez que j'ai le droit moi aussi, comme ceux qui ont le droit de chanter le blues, de rapper, de raconter ma vie. Et même si on avait du flouze, ouais, c'était pas la panacée. Car l'argent ne fait pas le bonheur, c'est plutôt la liberté.
Même s'il y a un prix à payer et que ça peut faire vraiment peur, faut essayer de pas s'en priver pour pas mourir sclérosé, enfermé dans des conventions qui tuent toutes les émotions. Alors dans la chambre bleue, je n'habite plus, vous l'avez compris, mais c'est quand même dans la chambre bleue que j'ai passé un peu de ma vie. Et si je reviens dans la chambre bleue, ce n'est plus pour me révolter, mais pour regarder dans les yeux un passé qui m'a façonné. Même si des murs de la chambre bleue, le papier a bien jauni, et si de mes tags et de mes vœux, les traces ont beaucoup pâli, dans mon esprit, ils sont en vie, ils font de moi ce que je veux. 3, 2, 1... Voilà Marianne, maintenant tu peux te présenter tranquille. Donc voilà, c'est une vidéo que j'avais créée en 2019 qui allait avec une exposition d'objets aussi. Et j'avais fait des espèces de flèches justement en bois qui permettaient éventuellement de se relier à la vidéo. Et enfin bon, bref, voilà. Donc je suis artiste, voilà, je fabrique des tas de trucs, des tas d'objets. Je fais aussi des petits films qui généralement vont avec les expos que je fais. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. De toutes les manières, c'est à Francesca. Oui, pardon. Oui, aujourd'hui, j'ai écrit un bouquin il y a quelque temps sur la psychanalyse que j'ai faite, finalement, qui m'a révélé des tas de trucs et qui a fait que j'ai compris que notre inconscient, finalement, nous trimballait un peu là où on n'avait pas forcément envie d'aller. Voilà, ça m'a beaucoup intéressée intellectuellement et c'est un peu dur à vivre de faire ce genre de travail, mais c'est quand même très intéressant. Et j'avais envie de faire partager cette expérience parce que souvent la psychanalyse fait un peu peur. En plus, les psychanalystes sont toujours entre eux. Ils utilisent un jargon qui est un petit peu énervant parfois. Et ils se plaignent en même temps souvent qu'on ne fasse pas assez appel à leur service ou qu'ils soient toujours, que ça soit un peu fermé. Mais en même temps, je pense que le jargon et tout l'ensemble de leur corpus, si on peut dire, se veut un peu obscur, peut-être pour garder des secrets, je ne sais pas trop quoi. Enfin, Francesca n'est pas du tout comme ça, elle qui est psychanalyste, mais ce que j'avais envie j'avais envie d'expliquer des choses qui sont soi-disant compliquées avec des mots simples. Voilà. Parce qu'en finalement, c'est simple. La psychanalyse n'est pas quelque chose de compliqué. Et ça permet de comprendre, de se faire comprendre soi, de se comprendre à soi-même, de faire comprendre aux autres, de comprendre les autres, de comprendre un peu le monde. C'est un peu une espèce de science universelle. Et ça va très bien avec l'art, parce que l'art est quelque chose qui vient de l'inconscient. Et si on réfléchit trop à ce qu'on fait, on ne fait pas de l'art, on fait quelque chose pour les autres. Et il me semble important de relier les deux disciplines, entre guillemets. Comme si la psychanalyse était un peu la science de l'art, hein, si on peut dire. Mais on n'est pas obligé du tout d'analyser une œuvre d'art comme on analyserait... on n'est pas obligé de l'analyser. On peut l'apprécier, la voir, la ressentir avec son corps, et on n'est pas du tout obligé de l'analyser. On peut le faire. D'ailleurs, les artistes n'analysent pas du tout leurs œuvres d'art. Voilà, c'est tout. Francesca. Moi, je suis une amie de Marianne, une grande admiratrice de son travail, et puis par ailleurs, je travaille comme psychologue, psychothérapeute, parfois psychanalyste, et voilà, donc c'est à ce titre, et Marianne veut absolument que je sois une vraie psychanalyste, donc c'est à ce titre que je suis là. Mais voilà, en vrai, c'est surtout parce que j'admire beaucoup Marianne et qu'elle me fait l'honneur de me demander, elle m'a fait l'honneur de me demander d'écrire quelque chose sur son texte, sur son livre, L'Inconsciente, qui est un livre que voilà, je ne saurais trop vous recommander, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà. Maintenant, c'est... Donc je monte sur l'estrade parce que je suis la plus petite. Donc, alors moi je suis Laurence Manès-Cesarini, certains me connaissent déjà, présidente de l'association Philosart qui s'intéresse à l'art et à la philosophie. Bonjour madame. Et c'est pour ça qu'on a trouvé qu'inviter Marianne et Francesca aujourd'hui pour parler de la psychanalyse, mais aussi de l'art et de l'humain et des femmes,
était une belle idée. Et j'espère que vous allez l'apprécier. Voilà. Alors là, je crois que je suis censée vous faire une petite présentation de ce livre. Et voilà, je vais vous dire surtout pourquoi je l'ai aimé, pourquoi est-ce qu'il m'a beaucoup intéressé. Alors je suis désolée, je dois lire sur mon ordinateur. Alors voilà, ce livre s'appelle « L'inconscient te ». Et il y a un sous-titre qui... Ah, tu l'as enlevé, le sous-titre? Le sous-titre n'a pas été... D'accord, mais il y avait un sous-titre avant que j'aimais beaucoup qui s'appelait « Histoire d'eau ». Alors d'eau, ça s'écrit E-A-U, voilà. Et donc c'était la première chose qui m'avait séduite dans ce livre de Marianne, parce que le titre donne le ton de ce dont il va être question, le jeu de mots. C'est un jeu extrêmement sérieux, c'est un jeu grave même, car le point de départ de ce jeu est la souffrance. Une souffrance innommable, c'est-à-dire sans mots aptes à la représenter et à la contenir, ancrée dans le corps, où elle se manifeste sous plusieurs formes, une souffrance résiduelle d'événements tragiques que Marianne raconte avec précision. Ces jeux de mots, qui sont le fil conducteur de ce récit, vont être les vecteurs du passage du tragique à ce que Freud appelait le malheur ordinaire, à une souffrance plus supportable, à un élargissement du champ de la connaissance et à rendre pensable ce qui n'était pas, en tout cas. Donc il s'agit de mettre du jeu, de créer de l'espace mental et d'articuler les mots, les affects, les souvenirs. Alors Marianne nous prévient, avant l'introduction de son livre, elle dit, ça je la cite, « Cet écrit est construit comme une enquête analytique. La métaphore de l'eau y est venue naturellement. Elle accompagne ce récit de son écoulement, de sa rumeur cristalline ou assourdissante. » Donc Marianne raconte son cheminement subjectif d'un point de vue hydraulique, ce qui n'est pas extrêmement commun. Et tous les chapitres de son livre sont déclinés, ces différents états de l'eau, l'eau vive, l'eau stagnante, etc. Et donc elle nous dit qu'il y a quelque chose de liquide dans ce qui nous constitue, parfois fluide et parfois non, parfois gelé même. Il y a des barrages aussi. Donc c'est donc une histoire d'eau, il est question de mort, d'amour, de sexualité et de psychanalyse. L'inconsciente est donc un livre où Marianne, l'enquêtrice, raconte les méandres de son enquête. Mais que cherche-t-elle? Que veut-elle investiguer? Des mystères, des énigmes, noués autour d'un drame familial. La mort tragique de son petit frère, noyé dans la piscine de la maison familiale à 3 ans quand elle en avait 9. Comment se construire avec ça? Comment a-t-elle pu grandir en incorporant les résidus de cette histoire traumatique? Que sont-ils devenus? C'est là l'enquête, plus archéologique que policière, que mène Marianne. Il y a quelques ouvrages de psychanalyse qui se servent de la métaphore du psychanalyste comme détective, à la recherche du coupable. Mais là, c'est l'analysante qui parle et qui raconte comment, petit à petit, les mots sont venus à son secours pour lui permettre de penser ce qui n'était pas pensable et d'organiser un récit de ce qui n'était pas racontable. Ce livre nous montre ce travail d'assemblage de différents éléments de son histoire qui semblaient n'avoir aucun lien entre eux. Quel rapport pouvait-il bien y avoir entre la mort de son jeune frère, les arbres que plantait son père, le choix de ses études, les gâteaux confectionnés par sa mère? L'écriture, en soi, est un processus de symbolisation. Écrire, c'est déjà traduire, transformer, et ce sont toutes ces étapes de transformation dont MP, comme elle dit d'elle-même, rend compte. MP veut aussi abstraire, généraliser, retrouver son expérience dans différentes théorisations. Elle fait son chemin à elle singulier, mais veut en tirer quelque chose qu'elle pourrait transmettre, comme les textes théoriques qu'elle a lus lui ont parlé à elle, comme s'ils étaient écrits pour elle, comme s'ils lui fournissaient un appareil pour penser les pensées, pour reprendre le terme du psychanalyste anglais Bion. Donc MP tente d'abstraire, de symboliser et de retrouver ce qu'elle a vécu dans la théorie, ce qui lui donne un laisser-passer pour que le jeu devienne on, et que du on, elle revienne au jeu. Chapeau, Marianne, me dis-je, d'essayer de se retrouver dans cette théorie parfois obscure, absconse, ardue et objet de tant de litiges, avant tout entre les psychanalystes eux-mêmes.
Elle revient au décentrement majeur opéré par la psychanalyse, Marianne. Non, nous ne sommes pas maîtres à bord de notre moi. Nous composons avec des forces inconnues qui peuvent être déterminantes dans les formes que prennent nos vies. Comme je l'ai déjà dit, Marianne a eu affaire avec la douleur et l'angoisse qui suintaient dans son histoire familiale depuis plusieurs générations. Par son remarquable travail d'écriture, Marianne nomme, déchiffre, décrypte, précise ces choses mystérieuses qui l'ont accompagnée enfant. L'insistance autour des arbres les noyers, la peur d'avoir oublié quelque chose quand on fermait la maison, l'interdit d'être grosse. Elle reconstruit patiemment l'histoire, fait des liens, articule et ainsi transforme. Une des spécialités de Marianne, comme artiste et pas seulement comme écrivaine, faire du neuf avec du vieux, c'est-à-dire transformer et articuler, associer des matériaux a priori éloignés et les faire fonctionner ensemble. Un travail pour lequel il faut des idées, des outils, de la ténacité, de la minutie et de la force. Et ne pas craindre les étincelles. C'est une très belle présentation. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais lire mon... Ah oui, c'est maintenant des lectures. Donc maintenant, on va chacune vous proposer une petite lecture d'un passage du livre. Comme ça, vous verrez un peu quelle est son ambiance. Donc, c'est dans notre organisation. Je commence avec... le chapitre qui s'appelle « Nage libre ». Dès les premiers mois de cette rencontre, nous, mon psy et moi, avons trouvé, grâce au lapsus détecté dans la transmission des paroles de ma famille, ce qui remettait une bonne partie des pièces du puzzle en place, ce qui expliquait tout. C'était spectaculaire, presque scientifique. Des lumières s'allumaient comme les idées qui apparaissent en forme d'ampoule dans les BD dessinés au-dessus des personnages. Enfin, je comprenais. Est-ce que j'irais mieux enfin ? Ma mère ne voulait pas que je sois grosse. Elle ne voulait donc pas que je sois enceinte. Elle est d'une génération où on le disait encore pour une femme enceinte. Elle est grosse. J'étais hallucinée de cette trouvaille, de ce truc qu'elle avait trouvé pour me le dire inconsciemment, pour m'empêcher de tomber enceinte et ainsi me protéger de la mort. Est-ce qu'elle me protégeait ou elle reportait sur moi cette peur ? Je n'avais pas l'impression du tout d'être protégée de quoi que ce soit. Elle reportait sur moi cette peur qu'elle aurait dû avoir pour elle-même. N'empêche, j'étais hallucinée que l'inconscient puisse s'exprimer ainsi, hallucinée aussi que j'ai pu y souscrire à fond, me soumettre à cette injonction qui venait de loin. Pourquoi y ai-je souscrit ? J'étais sensible et j'ai fait mienne cette injonction, car la chose la plus importante qui anime l'enfant est l'amour de ses parents. J'y ai souscrit car j'avais envie que ma mère m'aime. De plus, cette injonction était spécialement forte, car ma mère était passée au travers de la fatalité familiale qui faisait que l'on meurt de vouloir des enfants. Pour elle, avoir des enfants était donc forcément un défi, comme lorsque le toréador passe à 2 doigts des cornes du taureau qu'il provoque. Sauf qu'elle n'avait pas vu le taureau. Et cette peur de la mort avait pris de l'ampleur en restant enfouie dans l'inconscient de ma mère. Elle avait grandi, et elle s'est posée sur moi avec une force nouvelle, déversée sur moi, tellement elle a été violente. Dès le départ, il ne fallait pas que je sois une fille. Ça aurait été plus simple, mais lorsque l'on n'a pas pu faire autrement que le constater à l'adolescence, à l'apparition de mes seins, il a bien fallu trouver un autre moyen de me le dire. Ma fille, il ne faudrait pas que tu deviennes grosse, c'est trop dangereux. On meurt de ces choses-là. Ma mère en est morte, la première femme de mon père en est morte. Bon, moi, non, mais moi, j'ai dû faire des enfants, c'était ma mission, plus que tout, pour remplacer ceux que mon père n'avait pas eus. Par ma faute, en quelque sorte. Il me l'a reproché, alors il a bien fallu que je fasse une famille. Toi, en revanche, tu es mon premier enfant, et pas question que tu meures de tout cela. Et tiens, j'ai trop peur de ce qui peut t'arriver. Je me protège de ta mort, bien plus que je te protège de la mort. Et pour cela, je t'empêche de vivre. J'aurais préféré que tu sois un garçon, pour que le problème soit réglé. On a bien essayé, et tu as bien essayé, en étant garçon manqué. C'était bien joué, mais tu as bien vu que ça ne pouvait plus marcher au bout d'un moment. Donc, ne sois pas grosse, merci, et débrouille-toi avec ça. Je me suis débarrassée de cette peur sur toi,
Ouf, c'est fait, ta sœur fera bien les enfants, elle, puisque je n'ai plus peur. C'est toi maintenant qui portes ce poids, que tu le comprennes ou non, je m'en fous. D'ailleurs là, c'est mon inconscient qui parle, et il n'est pas audible. Il n'est audible que dans cette injonction à ne pas être grosse. J'ai bien entendu, merci maman, c'est super, merci pour le fardeau que vous avez délesté sur moi. J'ai bien écouté, mais je viens seulement de comprendre, à 51 ans, c'est bête. Ce n'est pas moi qui ne veux pas avoir d'enfant, c'est ma mère. Ce n'est pas moi qui veux être un garçon, c'est ma mère. Ce n'est pas moi qui ne veux pas mettre de jupe, qui ne veut pas embrasser de garçon, qui ne veut pas fonder de famille. Ce n'est pas moi qui veux être un cow-boy, ce n'est pas moi. Mais c'est moi quand même, puisque j'ai ingéré tout cela. Je l'ai dilué dans mon corps, mon esprit. J'ai tout pris, comme une éponge. J'ai tout embarqué avec moi pour le voyage de la vie. Cela a été une chose de comprendre, et la satisfaction intellectuelle, l'éclair de lucidité qui a fait jour dans ma tête au début m'a tellement subjuguée que je m'en suis satisfaite. Ma tête avait compris, le puzzle de ma vie se mettait petit à petit en place. J'étais à fond dans la psychanalyse, il fallait rattraper le temps perdu, tout comprendre. Je m'y suis jetée à corps perdu. J'ai décortiqué, parlé, écrit. Je décortiquais, parlais, écrivais, lisais. J'avais donc compris. Et j'étais impressionnée de cette petite clé qui avait été trouvée dans le cabinet du psychanalyste puisse ouvrir une telle porte. Ça, c'était l'intellect. Lorsque nous nous sommes quittés, lorsque notre couple a lâché, lorsque mon amoureux, le troisième, n'a plus été mon amoureux, mon corps a réagi violemment. Je ne comprends que maintenant ce que lui a compris avant moi. Mon corps a compris que c'était la dernière chance que j'avais laissé partir, que c'était la fin. Lui parti, l'homme, je me suis vidée de mon sang, littéralement, comme une réaction de cause à effet, presque immédiatement après son départ, pendant quelques mois, puis plus rien, silence. Ça, c'était le corps. Un jour, quelques années après, lorsque j'étais à la piscine et que j'observais d'un œil détaché un père avec son enfant dans l'eau, tout d'un coup, comme un coup de massue, j'ai senti avec mon âme cette fois qu'un enfant, je n'en aurai jamais, que jamais je n'aurai cette joie-là, cette satisfaction, cette expérience, ce bonheur, cette chose incroyable que d'avoir un enfant, de vivre avec son enfant, d'élever un enfant, d'en jouir, jamais ce ne serait pour moi. Le jouir de mon adolescence, c'était celui-là. Ce n'était pas l'orgasme, c'était de jouir, d'être une mère, une femme avec son enfant. C'était celui-là dont je faisais le deuil. Je me suis mise à pleurer comme une madeleine, dans l'eau, avec l'eau de la piscine. Je pleurais les enfants que je n'aurais pas. Je pleurais Théo, le bébé mort dans la piscine. Je pleurais l'eau dans laquelle je me ressourçais, l'eau dans laquelle je nageais. Je pleurais toutes les eaux du monde et surtout celle dans laquelle j'avais baigné avant de naître. Cette eau-là me manquait. Alors, tout était encore possible. Et l'espoir me baignait, celui de ma mère, cet espoir qu'elle avait encore quand elle m'attendait, cet espoir qu'elle avait que je ne sois surtout pas une fille. Cet espoir-là m'a heureusement baignée, et si, comme maintenant, ma mère avait pu savoir avant ma naissance que j'étais une fille, j'aurais pu ne pas vivre ces moments d'espoir au sein de son ventre chaud. Peut-être. Peut-être que cet espoir-là, qui m'a baignée, a réussi à me faire vivre malgré tout. Ça, c'était l'âme. L'âme a compris en dernier, après l'intellect, après le cœur, le corps. Le processus de compréhension, au total, avait pris presque 5 ans. On peut comprendre aussi pourquoi c'est dangereux la psychanalyse. Comme un immeuble dont on doit reprendre les fondations, on travaille en sous-œuvre, mais l'immeuble peut nous tomber dessus à tout moment. On peut comprendre alors pourquoi il faut être bien accompagné, pourquoi c'est du sérieux. On peut comprendre que c'est donc une question de vie ou de mort. On peut comprendre pourquoi aussi le psychanalyste ne doit pas nous abandonner à la reconstruction. On peut comprendre aussi que la reconstruction soit longue et que peut-être elle ne se fera pas, que peut-être on n'aura pas la force de se reconstruire. On peut comprendre pourquoi on n'a pas envie de tout faire, on n'a pas envie du tout de faire une psychanalyse. On peut même comprendre que l'on puisse regretter de l'avoir faite, cette psychanalyse. On peut comprendre aussi pourquoi on n'a pas envie d'y aller à fond, pourquoi on résiste tant. On comprend donc pourquoi certains y restent toute leur vie dans cet entre-deux qui devient confortable
où l'on est sur le point de comprendre quelque chose que l'on n'a finalement aucune envie de comprendre. On flotte entre deux eaux, on regarde un peu au-dessous, un peu en dessus, et on est au chaud dans le cabinet de son psy, couché sur le divan. On peut y rester des années, à flotter. En l'occurrence, je n'ai pas utilisé le divan. J'avais besoin de voir les yeux de mon psy. J'avais enfin l'impression que l'on me comprenait, vraiment. Mais je voulais en être sûre, tout le temps de ma psychanalyse. Je voulais m'en assurer. Je ne voulais pas que ce regard me lâche. Ça, c'est fait. Alors j'ai choisi, parce qu'on a chacune choisi un peu notre passage à vous proposer, je l'ai choisi celui-ci parce que, sur un plan philosophique, puisque je suis un petit peu philosophe, il m'a interpellée parce qu'il articule très bien ce que Marianne appelle l'intellect, c'est-à-dire l'intelligence, la rationalité, le corps, c'est-à-dire mon organisme tout entier, l'ensemble de mes sens, et puis enfin mon âme. Mon âme, ce serait alors ma sensibilité, mes affects, mes sentiments, etc. Et ça s'articule comme ça. Le premier à faire signe dans la compréhension, dans le processus de compréhension, c'est l'intelligence. Ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, le corps comprend bien avant nous quand on commence à avoir des réactions, des allergies ou autres. Ensuite, le corps vient faire signe. Il nous fait toujours signe, ce sacré corps. Et enfin, donc, l'affect, le moment où la compréhension est totale et je me mets à pleurer toute l'eau de la piscine. Donc les trois ne font qu'un. Donc il y a une union ou une réunion, si vous voulez, de ces trois aspects de la personne pour qu'une personne soit personne. Soit une personne, pardon. Il faut bien qu'ils soient liés les uns aux autres. La séparation du corps et de l'esprit est une erreur fondamentale de la philosophie classique, me semble-t-il. Et puis aussi la question de la compréhension. Ce que j'ai trouvé très intéressant là-dedans, c'est que la compréhension est la condition de l'acceptation de soi, tel que nous sommes, tel que nous pensons être, mais de l'acceptation de l'autre aussi, tel qu'il est, autant avec ses défauts et ses lacunes, avec ses défaillances et ses contradictions, que nous-mêmes. Voilà, c'est pour ça que j'avais choisi celui-là. Je vais lire un texte un peu plus drôle, enfin, selon moi, qui est une autre découverte de l'inconscient, enfin, de cette espèce d'embarquement qui m'est arrivé. Voilà, ça s'appelle 404. Lorsque nous avons quitté Paris, il a fallu que nous pensions à avoir une et même deux voitures, car à la campagne, il n'y a pas d'autre solution. Autrefois, le village comptait 5 ou 6 commerces et la ligne de chemin de fer très proche permettait de rejoindre facilement les villes alentours. Ce n'est bien sûr plus le cas. Donc, une bagnole était obligatoire. Je voulais absolument une 404. Je me disais que c'était la voiture de mon enfance, celle que mon père avait eue, bleu marine avec des sièges rouges. Cette campagne où nous avions atterri après Paris était synonyme d'espace, et j'espérais y trouver une certaine forme de liberté. Je n'étais plus architecte, plus de clients, plus de dîners parisiens, je n'avais plus de contraintes que celle de créer dans une belle maison, certes en ruine, mais avec mon amoureux, dans la nature, et c'était le bonheur. J'ai trouvé en banlieue parisienne une 404 à acheter, un break avec une galerie au-dessus. Elle me permettrait donc de transporter mes bouts de ferraille et mes sculptures. Le trajet en 404 de 800 km de Paris jusqu'à notre village du sud-ouest a été épique. Il laissait imaginer la vie de galère que nous aurions avec cette vieille voiture. Mais elle était marrante, elle était belle, c'était tellement amusant que nous étions pleins d'énergie. Et heureusement, Jürgen savait tout faire et donc aussi réparer les moteurs. Il avait eu des voitures américaines avec des moteurs V8. Même le moteur 4 cylindres de la 404 lui paraissait peu digne d'intérêt. Il a finalement pris son mal en patience. Il a plongé la tête et les mains très souvent dans le capot. Et c'est un euphémisme. Il fallait toujours acheter de nouvelles pièces. Et nous avions l'impression que plus nous la réparions, plus il fallait le faire. C'était sans fin. Mais bon, elle nous a donné pas mal de plaisir quand même, des balades mémorables. Surtout parce qu'elle ne s'est terminée jamais là où nous l'avions prévu.
Elle nous a permis de côtoyer un peu le monde des collectionneurs de voitures anciennes, celui des marchés aux pièces détachées, et surtout notre garagiste favori, Lovato, qui a une lettre près avec quand même un nom prédestiné. Dans son garage, nous parlions autour du capot ouvert de la 404, et souvent d'autres personnes se joignaient à nous. Et c'est un art de vivre, celui que de taper la discute autour d'une voiture au capot ouvert. La discussion y est ouverte à tous. Le moteur doit donc tourner en même temps que les mots s'égrènent. Mais ce n'est pas forcément de la voiture dont on discute. On peut tout aussi bien évoquer le passage des grues dans le ciel, qui cette année sont en retard par rapport à l'année dernière, ou de la chasse à la palombe. Au début, je ne comprenais pas pourquoi Lovato laissait le moteur en marche. Ça pue, ça utilise de l'essence, pensais-je. Mais j'étais à côté de la plaque. C'était évidemment pour la seule raison que la 404 pouvait ainsi participer à la conversation. Tout cela était assez pittoresque, bien qu'un peu pesant à la longue, parce que la 404 avait toujours quelques problèmes à nous faire partager. Lorsque je me suis retrouvée, après ma séparation, seule avec ce tas de ferraille qui tombait régulièrement en panne, je me suis dit qu'il fallait absolument que je m'en débarrasse et passe à autre chose. Lovato avait passé la main à son fils. Nous avions connu son fils fringant, jeune, mais il avait pris en quelques années l'attitude et la courbure de tête un peu fataliste de son père, car réparer des voitures, ce n'est pas une sinécure, il faut du résultat. Et de plus, les voitures complexées de maintenant n'ont pas le charme des anciennes. Les garagistes ne sont plus que des insistants de machines qu'ils doivent acheter pour pouvoir lire les pannes sur un écran. Bref, Lovato père accepte de remettre en état, une fois pour toutes, le moteur de la 404. Une vraie voiture, celle-là, sans électronique, pour que je puisse la vendre correctement. J'avais envie que l'on s'en sépare avec la 404 dans de bonnes conditions. Le processus a pris de longs mois. Je passais au garage, je papotais avec la fille de Lovato. Elle tenait le secrétariat devant son ordinateur antédiluvien, toujours assise derrière un comptoir crasseux sur lequel dormait le chat roux à 3 pattes, confortablement installé sur des piles de vieux catalogues de pièces détachées. Je lui demandais entre autres où en était son père, car je ne le voyais jamais réparer la voiture. Elle me répondait « Oh, eh bien, il y met bien le nez de temps en temps, hein ?» Bon, moi, j'aurais mieux aimé qu'il y mette un peu les mains. Mais je savais bien qu'il ne fallait jamais s'offusquer dans ce pays, et d'autant moins à propos d'une vieille voiture, du temps que prennent les choses. Une fois la voiture réparée, nous nous sommes une fois de plus réunis autour du capot, en écoutant d'un air faussement distrait le beau bruit que faisait enfin le moteur. Les 4 cylindres marchaient comme il fallait, c'était régulier et rythmé, ça ronronnait. Ouf. Je mets donc la 404 en vente sur Internet, et un jeune gars, aussi bête et enthousiaste que moi quelques années auparavant, se prend d'amour pour la voiture et ne regarde qu'à peine les contrôles techniques, alors que je lui pointe pourtant ses faiblesses. Il signe les papiers et l'achète en 2 temps 3 mouvements. Puis il file comme un fou vers Bordeaux, bien que je l'ai prévenu de ne pas la forcer et que c'était une vieille dame, selon l'expression consacrée, qu'il ne fallait pas dépasser les 80 km/h, et surtout, sur un long trajet, il fallait s'arrêter souvent ou faire des pauses. Je reçois un coup de fil quelques heures après. Il était en panne, avait fait péter une durite, peut-être autre chose. Je lui ai répondu alors qu'il essayait de m'incriminer. Bienvenue au club des heureux propriétaires de vieilles voitures. Quand même, j'étais super énervée, quel idiot. Bien sûr, je ne l'ai pas dit à Lovato, ça lui aurait fait bien trop de peine. Voilà, je pensais que l'histoire de la 404 était enfin finie, même si elle me laissait un goût un peu amer. Puis il a fallu que je m'occupe activement de changer une nouvelle fois de vie. Ma maison vendue, un peu plus d'1 an après la voiture, je décide de faire un voyage. Je voulais partir aux États-Unis, à Atlanta, où j'avais vécu quelques années. Je savais que la ville avait changé. Elle s'était beaucoup construite, car elle avait reçu les Jeux Olympiques depuis mon dernier voyage. Et puis les villes changent, elles grandissent. J'y avais encore des amis. Atlanta avait été pour moi, à l'époque du début des années 90, synonyme d'une grande libération, car je m'étais enfin éloignée de ma famille et de mon milieu. J'avais passé là-bas des années merveilleuses, eu de vrais amis, je m'étais vraiment amusée. Nous nous déplacions en voiture. La voiture était pratiquement l'unique moyen de transport, ce qui était très nouveau pour moi, n'ayant vécu qu'à Paris. Donc à Atlanta, nous filions avec nos grosses cylindrées sur des autoroutes, des rues et des paysages immenses qui nous appartenaient. Pas d'encombrement, des places de parking partout. La voiture était comme un cheval que l'on attache juste devant l'endroit où l'on s'arrête. Mais mis à part ça, à Atlanta, j'avais enfin été heureuse. Le mot Atlanta, je le trouve beau, avec ses 3 A.
Et l'histoire de cette ville, ses habitants, les études que j'avais faites, les boulots, tout était passionnant, nouveau, émouvant, inspirant. Et justement parce que cette ville n'était pas New York ou Los Angeles, elle m'a tout de suite plu, cette ville, pas très aimée, considérée comme redneck et typiquement américaine, trop américaine, où l'on pouvait encore tout voir, sans le phare aveuglant des mitres ressassés. L'histoire de la ségrégation s'y lisait encore, et ce n'était pas une ville pour touristes venus chercher ce qu'ils y attendaient. Elle était à ma mesure. Elle était à ma mesure pour pouvoir l'appréhender et comprendre à travers elle certains aspects des États-Unis. Il me tapait donc de voir ce qu'elle était devenue, cette ville qui m'avait en partie libérée. En préparant mon voyage, je reprends contact et enregistre sur WhatsApp le numéro de téléphone de la maison d'hôtes dans laquelle j'allais dormir, pas loin de mon ancien quartier, afin de les appeler à mon arrivée. Et là, coup de théâtre, je n'en croyais pas mes yeux en voyant s'afficher sur mon écran le numéro de téléphone. L'indicatif de la ville d'Atlanta est le 404. Je riais toute seule en pensant à tout le cinéma que je m'étais fait pour légitimer le fait que je m'achetais une 404. Ce n'était pas tant le 404 de la voiture de mon enfance que je recherchais, mais celui des années heureuses à Atlanta, de la libération de mes interdits professionnels, sexuels, artistiques, de tout sauf d'une vieille voiture qui nous a quand même bien plus pourri la vie que donné du plaisir. Les fantasmes que je m'étais construits avec le 404 m'en avaient occulté les inconvénients. La période du déménagement de Paris vers le sud-ouest se prêtait à cette envie de retrouver l'effet de la libération que j'avais eue en quittant ma famille et mon pays en 1989. C'est ainsi que la 404 a réussi à faire comme un lien entre passé et présent, comme un passeur d'émotions, de sensations, mais un peu raté. Comme son moteur, qui avait des ratés, le retour au passé n'était pas très réussi et ne pouvait pas l'être, car même si le choix de sa 404 avait quand même du sens, si cette envie d'en avoir une s'accrochait à des prétextes qui légitimaient mon choix, sa beauté, la voiture d'enfance, celle du père, elle n'avait pas réussi à tenir toutes les promesses qu'elle aurait dû. C'était même un peu le contraire. J'avais bien pu identifier certaines sensations en la conduisant, car elle était bien un peu lourde, comme la Chevrolet Impala coupée de ville des années 70 que je conduisais à Atlanta. Mais sur les petites routes du sud-ouest, et avec son moteur 4 cylindres, je sentais bien qu'il manquait quelque chose. Je l'ai senti très précisément, et je me souviens parfaitement de ce moment. J'appuyais sur l'accélérateur, mais ça manquait de puissance. Ce n'était pas ça. Je le ressentais avec mon corps, mais je n'ai pas voulu m'y arrêter. Je n'avais pas fait le lien consciemment et ne voulais pas le faire. Je voulais profiter de cette illusion. En revanche, si le choix de la 404 a été guidé par ce chiffre, il n'a quand même pas été complètement à côté de la plaque. Heureusement. Ce n'était pas comme si, toute seule, sans un homme bricoleur à mes côtés, j'avais acheté une vieille voiture en plein centre de Paris, sans garage ou pour partir à l'autre bout du monde. Donc le 404 m'a guidée, mais pas vers un univers complètement décalé de la réalité. En gros, je n'étais pas complètement folle, j'étais un peu folle seulement. Ma mère s'était d'ailleurs chargée de me le dire. « Tu es folle, pourquoi n'achètes-tu pas plutôt une petite voiture moderne ?» Là, il ne s'agit que d'une voiture, mais peut-on imaginer que l'on puisse se fourvoyer de la sorte pour un choix de vie plus important, avec des conséquences bien plus importantes? Se tromper carrément de but dans la vie? Mais oui, ça arrive tout le temps. Et c'est ce qui constitue la vie. On ne peut pas ne pas se tromper, et tant mieux jusqu'à un certain point. À moins d'être complètement décalé de la réalité, ce qui arrive, on est bien guidé par un choix inconscient, mais la rationalité qui nous entoure l'accompagne la plupart du temps pour légitimer le choix. Plus ou moins, il est vrai, la limite qui existe entre inconscience et rationalité est sans doute celle qui sépare la normalité de la névrose. Ne dit-on pas de quelqu'un qu'il est complètement inconscient quand il se lance dans un projet fou qui paraît voué à l'échec? N'empêche que si j'avais compris que j'achetais une 404 uniquement pour retrouver les sensations d'Atlanta, j'aurais acheté une voiture qui marche. Car une voiture qui marche est bien plus synonyme de liberté qu'une voiture qui ne marche pas. En revanche, je n'aurais peut-être pas pu écrire cette histoire et tous les protagonistes de ces moments vécus avec la 404 ne seraient pas apparus dans ma vie. J'aurais peut-être gagné du temps et fait autre chose, de peut-être plus libérateur, en art par exemple, impossible de le savoir. Car en histoire, la 404, c'est marrant, mais en vrai, c'est un peu lourdingue. Jürgen vous le confirmera, on se sent un peu esclave de l'obsession, et dans ce cas, ça a été littéralement le cas. Les pannes, les mains dans le cambouis, l'argent et le temps dépensé.
Il se passe quelque chose d'apaisant à suivre cet artifice que nous dicte l'inconscient. Mon obsession de retrouver cette vie rêvée à Atlanta, d'autant plus fantasmée que le temps était passé et ne faisait que me remémorer les bons côtés de ces années là-bas, s'apaise parce que j'achète le moyen de la retrouver. Sauf que cet apaisement se transforme en galère qui n'en finit pas. Car ce qui m'a guidée occulte une bonne partie de la réalité, à savoir que cette voiture était trop vieille et en trop mauvais état, que jamais donc je ne retrouverais la vie d'Atlanta. Ce qui est complètement vrai. La voiture, en gros, s'est chargée de me le dire, mais en plusieurs années et avec quelle lourdeur. À la suite de cela, il me semble important de dire que les fantasmes se logent partout. Le fait, dans cet exemple, de s'accrocher à un numéro 404 est un déclencheur qui, aidé d'un contexte favorable, se déploie, comme un organisme qui grandit dans un univers qui lui correspond, qui y trouve sa nourriture. L'amour de même se construit, ou comme un catalyseur. Sans le chiffre 404 qui me trottait dans l'inconscient, j'aurais fait autre chose. En plus, ce chiffre 404 est parfait pour trotter avec ses 2 fois 4 pattes et son 0 qui donne le rythme. Un chiffre qui en dit long, par sa forme, sa musique, en plus de son signifiant. Voilà. Donc, c'est une histoire plutôt marrante, mais qu'est-ce qu'il nous dit ce texte? Encore une fois, que l'inconscient nous guide, sans que nous le sachions. Que nous faisons tout pour nous cacher de notre inconscient, car la puissance de nos fantasmes nous entraîne. Et il nous dit aussi que surtout, nous avons envie de vivre ces fantasmes. Et nous avons envie d'avoir un but. C'est bien plus facile dans la vie de se laisser guider, finalement, que de réfléchir à ce que l'on fait. On se laisse entraîner, comme un bateau par le courant. Et on n'a pas envie de ramer dans l'autre sens ou d'aller vers la berge se reposer. Coûte que coûte, malgré que tout ce que les autres peuvent nous dire, on y va. Qui n'a pas déjà eu ce sentiment un jour de faire ce qu'il ne fallait pas? Je le savais pourtant, on se dit. Et puis, généralement, les gens autour de vous vous le disent. On me l'avait dit, mais je n'ai écouté personne. Évidemment, ces choses-là arrivent souvent en amour. C'est un peu le comble du fantasme. On tombe souvent amoureux d'un fantasme, et il vaut mieux ne pas être trop tombé à côté de la plaque si on s'engage vraiment. Mais comme je l'écris aussi, on peut être fou ou inconscient dans la vie, mais pas tant que ça, car la réalité nous guide, heureusement et normalement. Car nous sommes des êtres rationnels. Si on a envie d'être complètement fou, faisons de l'art, du théâtre, de la peinture, de la sculpture, chantons, jouons. Là, on peut se permettre d'être complètement fou et à fond. On ne se fera jamais de mal, ni aux autres, en faisant de l'art, en jouant, en dessinant, voilà. Et on peut aussi, autre chose, aller chez le psy. Idem, on ne se fera pas de mal à soi, ni à son entourage, ni même aux autres. Et le psy est payé pour recevoir, finalement, tous nos problèmes. Si on a l'impression de se fourvoyer ou peur, il faut en parler et ainsi prendre du recul, prendre conscience. Voilà. Bon, après la 404, maintenant on va passer aux choses sérieuses, la fusée d'école. Donc c'est comme ça que le livre se termine, donc je vous lis le dernier chapitre du livre. Décollage. Ma pratique artistique m'a aidé à traverser les moments houleux de mon existence, comme un radeau auquel je m'accrochais pour ne pas être emporté par des eaux tumultueuses qui n'étaient pas faites pour moi. Grâce à la psychanalyse, elle ressemblerait maintenant plus à un vrai bateau qui voguerait sur les eaux plus accueillantes de ma vie. Et puis le bateau, quoi qu'il arrive, a des avaries et il doit être régulièrement entretenu. L'eau sur laquelle il navigue restera à jamais un élément incontrôlable et imprévisible. Lorsque j'ai décidé d'arrêter l'architecture et de me consacrer à plein temps à mon activité artistique, je me suis aperçue que je la reprenais à l'endroit même où elle avait été en quelque sorte brisée, au moment de la mort de Théo. À cette époque, je dessinais des fusées. C'était les premiers pas sur la Lune, et cette atmosphère électrique liée à l'exploration de l'espace inconnu me fascinait. Mon père, un jour, nous avait rapporté des feuilles de papier longues et étroites, fins de rouleaux d'une usine de papier qu'il construisait avec son agence, et ces formats inusuels m'avaient inspiré. Je me souviens encore de l'aspect de ce papier, un peu épais et brillant, qui n'avait rien à voir avec les feuilles A4 que l'on nous donnait pour peindre à l'école.
Au lieu de dessiner des paysages en longueur, je me suis mise à dessiner des fusées Apollo en verticale qui remplissaient tout l'espace de la feuille et étaient presque aussi grandes que moi. Elles avaient leurs numéros dessinés en gros sur leur carlingue. Apollo 11, Apollo 12. Savais-je que certaines missions avaient été catastrophiques ? Le symbole phallique de la fusée est indéniable, mais celui qui va de pair avec celui-ci, c'est l'exploration. L'art en est une, et c'est une exploration qui peut être dangereuse quand elle est radicale. Comme celle de l'espace lorsque l'on part à la conquête d'une planète inconnue dans un engin incertain. Même si l'on se protège avec de la technologie, on effectue un grand saut dans le vide. En art, c'est un peu pareil. Lorsque nous avons quitté Paris, alors que je venais d'arrêter mon activité d'architecte, nous avons atterri dans cette maison au milieu de nulle part où nous ne connaissions personne. La première chose que j'ai faite, au lieu de m'occuper de réparer la maison, a été de construire une piste d'atterrissage. Je me suis mise à creuser le sol pour en enlever l'herbe sur un cercle d'environ 4 ou 5 mètres de diamètre. J'avais acheté, sans le voir, du gravier qui venait de déchets de marbre des Pyrénées, toutes proches, pour étendre sur une allée devant la maison. Le genre de choses que l'on fait généralement quand les travaux sont finis et lorsque le jardin est un minimum débroussaillé. Ce n'était pas du tout le cas. Quand le camion a déversé le tas de gravier devant la maison, j'ai été un peu choquée. Il était blanc comme neige et semblait arriver d'un autre monde. Il n'avait rien à voir avec les couleurs de la maison, des galets de ladour avec laquelle elle était en partie construite. Et par contraste, tout paraissait sale, terne et encore plus en ruine. J'ai transporté à la brouette ces graviers phosphorescents jusqu'à la piste d'atterrissage que je venais de délimiter en un léger creux dans une autre partie du jardin. Ainsi, ce grand cercle blanc au milieu du pré en friche prenait un aspect complètement anachronique. Puis, j'ai commencé à construire une fusée. Pour cela, je me suis servi spontanément, sans y réfléchir, de matériaux trouvés dans les granges. D'anciens tuyaux de chauffage pour la structure, de vieilles tôles ondulées et des morceaux de capot de 4L aplatis pour la carlingue, puis toutes sortes de bouts de métaux et de bois ramassés à droite et à gauche. Des matériaux trouvés sur place, comme si j'étais sur une île déserte. En quelques mois, la fusée commençait déjà à avoir une certaine gueule. En tout cas, elle ressemblait bien à une fusée, car les gens du village se moquaient gentiment de moi et me disaient avec l'accent, ça je sais pas le faire, alors elle décolle quand cette fusée ? Ce que je n'avais pas compris, c'est que la fusée n'avait aucunement l'intention de partir, parce qu'en fait, elle venait d'atterrir là, justement, dans ce jardin, à côté de cette maison. C'est comme si nous avions vu un spot qui nous avait plu de là-haut et que nous avions décidé de nous poser. Et ce n'est que longtemps après que j'ai pu faire le rapport avec ce que je dessinais quand j'étais petite, avant la mort de Théo qui avait bouleversé mon monde et m'avait mise dans une position où mon enfance ne pouvait plus être ce qu'elle était. J'avais tout d'un coup des responsabilités. Je devais aider mes parents à aller mieux. Et surtout, je ne pouvais plus compter sur eux. Ils avaient disparu dans les limbes de leur tristesse et de leur culpabilité. Je devais apprivoiser cet espace quotidien-là. Je n'avais plus le temps ni la possibilité d'explorer un nouveau monde. Ce monde détruit qui me baignait maintenant, dans lequel j'avais brusquement été plongée, était nouveau et inconnu. Je devais m'y débattre et essayer d'y survivre. Les fusées dessinées sur les grands papiers de mon père ne décolleraient pas de sitôt. Donc, devant notre nouvelle maison en ruine, la fusée se tenait fièrement, autant que possible, avec ses vieilles tôles rouillées dans le jardin. Elle nous protégeait comme un totem, un être bienveillant, rappel de notre voyage jusqu'à ce nouveau pays. Les oiseaux commençaient à s'y poser, les araignées à y faire leur toile, et les enfants et adultes qui venaient nous voir lui rendaient aussi visite, fatalement. Je mettais alors l'échelle et la cabine de pilotage avec ses 2 vieilles chaises en bois trouvées dans la maison, sur lesquelles j'avais inscrit « pilote » et « copilote », y accueillait les visiteurs, devant un tableau de bord aux nombreux boutons et manettes. Pour les enfants les plus téméraires, on simulait un départ en fermant la porte de la cabine et en retirant l'échelle. La vie continuait.
Puis ma psychanalyse a commencé et ce bouleversement qu'elle a aussi produit, séparation et déménagement, m'a emporté sur une autre galaxie. Après la vente de la maison, je pensais que la grande fusée que j'avais laissée dans le jardin finirait à la déchetterie ou qu'un manouche serait un jour appelé pour venir en récupérer la ferraille. Puis, alors que j'avais déjà quitté la maison depuis quelques mois, on me propose de participer à une exposition dans un festival qui recevait des astronautes, des scientifiques et des artistes. Un grand événement alliant conférences, expositions, films et concerts à l'occasion de l'anniversaire des 50 ans des premiers pas sur la Lune. Ils pensent que je pourrais y montrer les objets artistiques que je fabrique sur le thème de l'espace. Mais moi, tout d'un coup, j'ai un sursaut, une évidence, et je leur vends l'idée de plutôt exposer la grande fusée. La fusée et la Lune. Quoi de mieux pour fêter les 50 ans des premiers pas sur la Lune? Et ils acceptent mon idée. Alors là, branle-bas de combat. Non seulement la fusée n'est plus chez moi, mais en plus, je ne sais absolument pas comment cette sculpture de 5 mètres de haut et de 1,50 m de diamètre, bricolée en tous sens que je n'avais absolument pas conçue dans ce but, va pouvoir voyager. Les tôles brinque-ballantes, les hublots de lave-linge, les vieux tuyaux de chauffage, tous ces matériaux de récup assemblés et soudés sur place, une fois soulevés, mis horizontaux, posés sur une remorque et transportés sur quelques centaines de kilomètres, puis redressés sur le lieu de l'exposition, comment tout cela allait tenir le coup? Heureusement, le nouveau propriétaire de mon ex-maison, artiste aussi et devenu ami, me permet de m'installer sur place pour travailler la question. Je redoute un peu le séjour dans ce lieu qui n'est plus le mien, d'où je m'étais arrachée avec tristesse. Mais les dés sont jetés et je charge alors ma voiture d'outils et de matériaux, toujours récupérés, mais cette fois-ci de mon nouveau lieu des Yvelines, et je prends la route. Quelques 800 km plus loin, me voilà de retour. La fusée est là, elle m'attend, fidèle à son poste, bien qu'un peu plus rouillée. Avec l'aide spontanée de mes amis du coin, nous travaillons d'arrache-pied pour rendre cette fusée un peu plus solide et plus apte, je l'espère, à sa nouvelle mission. Nous rivetons toutes les tôles, ressoudons quelques structures et surtout fabriquons des ailerons, les éléments indéniables pour une stabilité aussi bien en vol qu'à l'arrêt. Le jour approche où arrive l'équipe technique du festival pour récupérer la fusée. Un de mes amis paysans doit la soulever avec son Manitou, puis la coucher sur la carriole à bateau qui est prévue pour être remorquée par un gros 4x4 jusqu'à Bordeaux. Nous nous concertons. Ce qui est déjà étonnant, c'est que depuis sa conception, la structure de la fusée dépasse de sa peau à 4 endroits, comme si inconsciemment j'avais prévu des poignées pour la tenir. Donc par poignée, on peut accrocher des sangles pour la soulever. Mais mon ami me dit, « Ok, on la prend par là, mais après, son centre de gravité, il est où? Va-t-elle se pencher vers l'avant ou l'arrière? Et alors, pourra-t-on la lever assez haut avec mon engin pour la poser sur la remorque ?» Je n'en ai aucune idée. Un matin tôt, par un grand soleil d'avril, courbattu et affublé d'un gros nion gonflé et violacé sur tout un côté de la figure, suite au mouvement inopiné d'une tôle récalcitrante de la carlingue, j'ouvre, assez anxieuse, le grand portail de la grange pour accueillir le Manitou, puis à sa suite la caravane du transport. Tout le monde est là. Je retiens mon souffle, la fusée pousse un genre de cri craquement un peu inquiétant. Tous nous nous mettons ensemble à la soutenir pour qu'elle ne bascule pas trop rapidement, et surtout nous ne savons pas jusqu'où elle basculera, ni de quel côté. Et là, miracle. La fusée doucement se stabilise et ne bouge plus, parfaitement horizontale, parfaitement équilibrée. Je n'en croyais pas mes yeux. À partir de là, tout s'est bien passé. Le trajet, l'atterrissage, l'expo, les rencontres avec de vrais astronautes. La fusée était partie. Elle avait décollé, enfin. Bon, maintenant je crois qu'on va un autre de... On la voit la fusée, c'est ça? C'est la piscine. Ah, c'est la piscine, d'accord, ok.
peux peut-être expliquer un peu cette vidéo. C'est un petit livre que j'avais fait quand j'étais petite et que j'ai mélangé avec des images de piscine que j'ai, parce que je ne sais pas si c'est à cause de l'événement que j'aime autant l'eau, mais en tout cas les piscines me transportent toujours et je vais toujours nager dans l'eau et j'adore être sous l'eau, etc. Donc j'avais fait cette petite vidéo et j'ai pensé qu'elle était bien montrée dans ce cadre. Et donc c'est le mélange de ce petit livre que j'avais dessiné avant la mort de mon frère et c'est tout. Et maintenant, en fait, c'est les questions. On est là pour répondre à vos questions. Si vous avez des choses à dire, des interrogations, on peut vous passer le micro et... C'est le moment de l'échange. Voilà. En fait, j'ai beaucoup d'émotions quand Marianne relate toute son histoire, je me sens très concernée par tout ça. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire, mais en fait, j'ai juste envie de dire quelque chose là qui arrive. Je suis souvent désarmée par des moments de profonde solitude. Je ne sais pas d'où elles viennent et elles me paralysent. Encore ce matin. Et à la fois, j'aime la vie. Et ce qui me rassure dans tout ce que j'ai entendu, c'est je suis très, très créative. Et je crois qu'en fait, j'ai trouvé le chemin, même si j'ai toutes ces douleurs, ces souffrances qui apparaissent. J'ai trouvé un chemin qui me guide comme vous, comme Marianne, à travers la peinture. Je danse dans la nature, je suis une grande créative. Et en fait, je crois que c'est le chemin qui me libère. Pour moi, c'est une forme de psychanalyse. Et en tout cas, à travers tout ce que j'ai compris là, je pense que je suis sur le bon chemin et ça me fait du bien. Voilà. Après, ces douleurs que j'ai très souvent, je ne sais pas dire pourquoi elles arrivent. Enfin, non, elles arrivent comme ça. Quand j'en parle à mes amis, on ne comprend pas. On t'a vu hier, tu allais si bien. Oui, ok, mais il y a des choses qui remontent comme ça. Et voilà. Là, je voulais parler de ça. Donc ce lien entre l'inconscient qui fait parfois souffrir et puis l'expression artistique qui permet de retrouver une énergie vitale. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, enfin, je comprends tout à fait. Moi aussi, ça m'arrive. Enfin, je suis tout à fait comme vous. Et c'est vrai qu'on se libère de souffrance par la création, qui est comme une espèce de... Je compare souvent l'inconscient à une espèce de source souterraine, en fait. Quelque chose qui jaillit malgré nous. Et avant que ça jaillisse, comme c'est coincé, ça fait mal. Voilà. C'est comme une espèce de... Ouais, c'est comme un fleuve souterrain qui tout d'un coup se met à sourdre. On dit ça? Oui, on peut sourdre, dire ça. oui, c'est ça. À sourdre. Voilà, à sourdre. On est sourd parfois à ce fleuve, mais il sourdre dans nos existences. Voilà. Mais c'est un merci pour ce témoignage. Je peux juste aussi peut-être ajouter, et je pense que vous serez d'accord, il ne s'agit pas de devenir un artiste qui crée des choses extraordinaires dans cette configuration-là. Je veux dire, cette manière d'extérioriser ce qui est bloqué en nous à travers un acte créateur, quel qu'il soit, est forcément toujours, entre guillemets, bon, ça fait des gros mots, mais bon, libérateur. Vous voyez, on ne peut pas dire seuls les artistes, les vrais, les authentiques, arrivent à extraire d'eux-mêmes cette souffrance, par exemple. Je pense que chacun peut ou a besoin de s'exprimer à travers des objets qu'il fabrique, des objets qui peuvent être n'importe quoi. Comment on appelle ça, un livre intime, un journal intime, ou
même un journal de voyage, une manière d'exprimer les choses, de mettre des mots sur les choses, est déjà quelque chose qui nous permet de respirer un petit peu mieux, quoi. Il y a quelque chose que je disais dans le premier livre que j'ai écrit sur l'art, où je disais que finalement... Ouais, je pense que... elle est là, la fusée, on la voit dessus. Je suis pas sûre que... Enfin, je pense qu'on est tous artistes. Il y a quelque chose en nous qui fait que... Enfin, on est tous artistes à la base. Voilà. La civilisation, éventuellement, nous bloque un peu nos envies d'art. Mais après, il y a les artistes, entre guillemets, sont ceux qui entrent en art, comme on entre un peu en religion. Ils décident de consacrer leur vie à l'art. Et ils en font un art de vivre, c'est-à-dire qu'ils sont tous les jours à l'atelier, ils font voilà, c'est leur vie. Mais chacun de nous, même si on n'est pas artiste, même ma mère, quand elle fait une tarte aux pommes, elle fait une tarte aux pommes absolument géniale. Je veux dire, j'ai jamais vu une tarte aux pommes, jamais mangé une tarte aux pommes aussi bonne. Il y a des moments où cette tarte, c'est une œuvre d'art. Je veux dire, un mec qui est sur un terrain de foot fait un dribble extraordinaire et envoie le ballon dans les buts, à mon avis, à ce moment-là, il y a un petit moment d'œuvre d'art. Il y a toujours des moments dans la vie où on est tellement sincère et on fait les choses en dehors du regard des autres, c'est-à-dire qu'on le fait pour soi et on le fait pas pour que ça plaise, mais parce que c'est justement c'est quelque chose qui est beau en soi, tout simplement. Je pense que le regard des autres posé sur ce qu'on est en train de faire nous empêche éventuellement d'être artiste. C'est un peu comme si notre désir n'arrivait pas à se libérer du regard des autres. Mais on est tous capables d'être artistes. Voilà. Et c'est très libérateur. Je ne sais pas si je m'explique bien. Bon. C'est très joli cette idée de dire qu'en nous sommeille forcément un artiste. Et effectivement, la différence entre celui qui va dessiner pour se libérer de quelque chose et l'artiste professionnel, entre guillemets, parce que ce mot-là est quand même bizarre, je trouve, mais bon. C'est qu'effectivement, l'artiste va dire « je vais consacrer ma vie à l'art, à la création », quitte à en crever, et parce que de toute façon, à un moment donné, je ne peux pas faire autrement. C'est un peu ça. Il y a comme une injonction qui vient dans ses yeux, une autre injonction. Mais c'est ça. Et je pense que l'artiste ne peut pas faire autrement. Nous qui ne sommes pas des artistes, nous avons quand même le droit de nous exprimer avec les mêmes outils. Exactement. Voilà. On n'est pas obligé d'en faire un art de vivre pour tous les jours, mais on peut le faire quand on a envie, quand on ressent le besoin, et on est tous capables finalement de l'être. Tous capables, et on est tous capables de faire de très jolies choses parfois. Hein. Bien sûr. Mais bon, c'est tellement de boulot après pour vraiment produire une œuvre que bon, ça devient un métier. Merci. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que c'est quelque chose que j'ai la chance d'avoir initié, qui est très modeste, qui n'est pas du tout du domaine de l'art dont vous venez de parler, qui est le grand art. Je suis comme vous, absolument convaincu qu'on est tous des artistes et qu'il y a quelque chose qui nous empêche de l'être plus. Et moi, je pratique je suis un professionnel, comme vous l'appelez. Je ne me considère pas du tout comme un artiste, je suis metteur en scène, je fais du théâtre, je fais des choses comme ça. Et j'ai eu donc l'habitude de travailler avec des gens qui sont, ou des gens qui essayent d'être professionnels, ou qui sont déjà professionnels, bref. Et j'ai ouvert un atelier qui est très modeste, qui consiste en très peu de choses, qui consiste simplement, ça s'appelle Oser. Et je pense que, écrit O-Z-E-R, ce que je préfère, c'est rigolo, et qui, en fait, consiste à demander aux gens qui viennent dans ces ateliers de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et ça a un impact que l'on ne mesure pas et que moi-même je ne prévoyais pas, parce que des gens qui viennent et qui me disent alors ça peut faire n'importe quoi, ça peut être chanter, ça peut être dire de la poésie, ça peut être écrire, ça peut être dessiner, ça peut être n'importe quoi, et c'est très souvent n'importe quoi. Je propose des thèmes, rien n'est obligatoire bien évidemment,
Et rien n'est prédestiné à être un art, comme vous en avez parlé. Et donc les gens qui viennent là, au début, ils disent non, je ne sais pas faire. Par exemple, il y en a qui choisissent le chant. Ils disent moi, je ne chante pas, je ne sais pas chanter, je chante faux, je ne veux pas, je veux rien faire. Et cet atelier existe depuis 1 an maintenant, pratiquement. Et il y a une vingtaine de personnes qui participent en ce moment. Et je ne connais pas une seule des personnes qui se sont inscrites à ce... On peut appeler ça un travail, on peut appeler ça un jeu, on peut appeler ça... En tout cas, ils osent. Et ils ont tous osé. Et moi, mon travail, c'est simple, c'est de les écouter, c'est de les aider à oser. Et puis de leur donner de petites indications tout à fait positives pour qu'ils expriment tout ça. Et je crois, et je conclus, je crois que si on n'est pas dans cette démarche, c'est parce qu'on n'ose pas. C'est qu'on n'ose pas et que oser tout seul, c'est difficile. Alors peut-être qu'un psychanalyste peut aider à oser, je ne sais pas. Mais oser tout seul, c'est difficile. Oser devant une dizaine de personnes, c'est déjà à la fois plus dur et à la fois plus facile. Et c'est aussi un apport pour la personne qui est dans le public provisoire et qui écoute et qui rend compte des difficultés et des joies et des plaisirs. Voilà, donc moi je découvre à travers ce que vous êtes en train de dire que c'est finalement beaucoup plus important que je pensais, que c'était un jeu, que c'était une façon, voilà. Et je vous remercie d'avoir déclenché cette idée. Merci. Non, moi j'ai un mot que je trouve très important dans ce que vous dites, c'est le mot jeu. Parce que voilà, moi je suis pas sûre que tout le monde puisse. Je suis pas aussi optimiste que toi sur les artistes, mais je pense que ce que tu nous montres, et puis chacun peut le faire à sa façon, c'est que dans ces situations effectivement de grande souffrance où il n'y a plus de jeu, et au sens où il n'y a plus d'espace, il n'y a pas d'espace pour ce que fait l'art, mais même si on n'est pas artiste, ce que peut faire une psychanalyse réussie, c'est qu'on crée du jeu au sens de l'espace. C'est-à-dire que vous savez, quand on dit qu'il y a du jeu entre deux éléments, en fait, des choses qui bougent, et c'est ça, c'est cet espace-là qu'on va chercher, en fait. Et c'est cet espace-là qui rend possible de penser et peut-être ensuite de raconter. Donc moi, le mot « jeu » me semble extrêmement important. Et je pense que j'étais très très touchée par ce film que j'avais pas vu, là, avec ton livre Parce que voilà, il y a ce fil entre ces dessins d'enfants. Vous voyez que même à 7 ans, qu'est-ce que tu dessinais bien, vraiment, on voit qu'il y avait quelque chose déjà là. Mais parce que, et oui, il y avait ce temps de jeu, et effectivement la capacité de jouer naît souvent dans l'enfance, et après, on espère qu'on la garde toute la vie, mais parfois il y a des circonstances qui font qu'on ne peut plus jouer, justement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir cet espace mental qui est l'espace de la culture et de l'art, effectivement. L'espace du jeu de l'enfant ouvre à ça. Et ça, c'est extrêmement précieux et important, bien sûr. Et si je puis me permettre, du côté des philosophes, notre ami, ou pas ami d'ailleurs, Emmanuel Kant, quand il parle du beau, dit qu'il s'agit du libre jeu, JEU, des facultés de l'esprit. Et donc le jeu, effectivement, est là où on est capable de mettre en sourdine toutes les contraintes qui nous sont imposées par le monde dans lequel nous vivons, notre société, notre culture, etc. etc. C'est très, très amusant de voir, c'est intéressant de voir toutes ces résonances qu'il y a entre l'art, la psychanalyse, la philosophie, et ce qui s'articule autour du jeu, du libre jeu. C'est tout à fait essentiel, et c'est vrai que d'une certaine manière, il faut se libérer de nos contraintes, par moment être capable de déconnecter de tout ça. Alors, ce qui est aussi très intéressant, que je vois dans tout ça, c'est que le jeu, c'est aussi le jeu JE. C'est-à-dire que, j'imagine que tout le monde l'avait compris, mais voilà, c'est aussi se montrer soi, vraiment, voilà, à travers le jeu. Et d'ailleurs, quand on voit un enfant jouer, il est extrêmement sérieux dans son jeu. C'est-à-dire qu'il joue à la dinette, mais c'est vrai, c'est pour de vrai finalement. C'est pour de vrai, mais il sait très bien que c'est un jeu. Quand on voit un gosse avec une vieille roue de voiture en Afrique qui joue à être un coureur de Formule 1, il sait très bien qu'il n'est pas un coureur de Formule 1, mais il joue
pour de vrai. Il a envie d'être lui-même en train de jouer, d'être le... Voilà, enfin, il y a quelque chose il y a la vérité de soi qui sort dans le jeu, et pourtant on sait que c'est un jeu. Voilà. Et ce jeu-là, il le fait pour lui, l'enfant. Pas pour faire plaisir au monde qui l'entoure. Comme un artiste, exactement. Et c'est vrai qu'on perd notre faculté, donc notre connexion avec l'inconscient et avec cette envie de jouer et de faire ça pour soi, parce qu'on est tellement... on est cadré par la société, on est cadré par d'autres, entre guillemets, jeux qui sont des jeux de pouvoir, des jeux d'argent, des jeux de société qui finalement nous empêchent un peu d'être enfants et d'être nous-mêmes. D'exister simplement. J'ai l'impression que les artistes, enfin ceux vraiment qui se détachent en tant que tels, et ça commence tout petit, et c'est vraiment les gens qui n'ont pas trouvé leur compte dans le jeu qu'on leur avait peut-être imposé au départ, et qui recherchent autre chose, et qui le recherchent de manière souvent très originale et très... avec une sorte de... Ils trouvent leur propre recette, et ils veulent absolument pas entendre la convention dans laquelle on est en train de vouloir les mettre. Et ils ont cette capacité justement à trouver leur propre système, et après toute leur vie à développer ça. Et c'est souvent très dur parce que c'est pas facile d'exister quand on cherche à faire passer son propre message en pensant que dès le départ on n'a pas forcément notre place et notre compte en fait. Et c'est pour ça qu'il y a certainement les grands artistes, ils sont pas reconnus de leur vivant parce que, enfin, je dis, il y en a qui sont reconnus, hein, il y a des artistes qui ont été tout de suite adoptés par la société, par la culture, mais il y en a d'autres, ils sont tellement dans une recherche d'autre chose qu'il faut que leur œuvre, après, souvent, elle se révèle une fois qu'ils sont plus là. C'est un peu dur, mais c'est comme ça, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y a certains artistes qui sont super chiants déjà et qu'on n'a pas envie de connaître. On préfère connaître leurs œuvres, mais on n'a pas envie de gérer en fait avec la personnalité de l'artiste. Souvent, ça arrive souvent, enfin je veux dire, on le sait, Van Gogh était insupportable par exemple, enfin bon, il n'était pas vivable quoi, c'est évident. En plus, alors il y a ça, et donc on entend en gros qu'il meurt parce que comme ça c'est plus facile. Après, on a envie de s'approprier l'œuvre, c'est-à-dire que c'est difficile de s'approprier l'œuvre d'un artiste quand il est encore vivant. Par exemple, il y avait ces Brancusi qui ne voulaient pas que ces sculptures soient montrées autrement que sur les socles qu'il avait dessinés lui. Il ne voulait pas qu'elles soient mises dans un salon, il ne voulait pas qu'elles soient séparées les unes des autres. Enfin bref, il était super emmerdant. Donc en fait, on a préféré... Enfin voilà, donc c'était très difficile de dealer avec lui, même s'il a été assez connu de son vivant. Et donc il y a l'appropriation de l'œuvre en fait que les autres veulent se faire, ils veulent la garder pour eux, ils veulent voilà, les artistes sont intéressants, mais surtout pour leurs œuvres. Et puis aussi, il y a le fait que les artistes sont précurseurs, en général, parce qu'ils sentent des choses avant les autres. Et donc, parfois, les œuvres sont en avance sur la société, sont en avance sur les modes. Et donc, ça aussi, ça empêche le fait que les artistes soient appréciés de leur vivant. Mais évidemment, le fait qu'ils soient non conventionnels et pas formatés par la société fait que c'est difficile d'être connu à ce moment-là. Donc c'est pas fastoche finalement d'être artiste. Non, c'est pas fastoche et c'est vraiment risqué. Hein. Pour la petite histoire, je me permets de parler d'une expérience personnelle. J'ai commencé par faire les beaux-arts. J'ai passé 3 ans aux beaux-arts. Et un jour, j'étais en train de faire un tableau pour valider une UV, enfin bon, bref. Et j'ai réalisé d'un coup, mais avec violence en même temps, hein, j'avais emprunté l'atelier de mon père, et j'étais là dans cet atelier, avec mon pinceau à la main, et je me suis dit non, ça va pas être possible, parce que si je vais dans cette direction, ça va absorber toute ma vie. C'est toute ma vie qu'il faut que je donne là-dedans pour arriver à produire quelque chose qui mérite de l'être, ou d'être montré. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis arrêtée,
Et puis voilà, et c'est pas grave, j'ai fait autre chose parce que dans ma vie j'avais envie de faire autre chose justement. Donc voilà. C'est pas forcément une recherche, c'est quelquefois tu as des prises de conscience comme ça, tu te dis mais ça, si je veux aller au bout de ce chemin, ça va me coûter ma vie. Et c'est ça qui est très dur pour les artistes, je pense, c'est que, ce que je disais tout à l'heure un peu, en fait il n'y a pas le choix. Si tu y vas, tu y vas. Mais ça va te coûter cher en plein de choses, hein, pas seulement... voilà. Mais je pense que là, il nous reste tout juste le temps de voir la dernière vidéo, la fusée. Cette vidéo, c'est juste un espèce de voyage d'une fusée, pas celle dont je parle, mais une autre dans le temps.
ben voilà, je crois qu'il nous faut maintenant libérer la salle, puisque les événements se succèdent. Et donc à la sortie, Marianne Pascal vous attend si vous souhaitez acheter son livre. Franchement, je vous le recommande parce qu'on fait une promenade dans l'exploration de l'inconscient avec une certaine légèreté, mais avec beaucoup de justesse aussi. En tout cas, merci beaucoup Laurence pour cette invitation. J'étais ravie de pouvoir montrer. C'est la première fois finalement que je monte mes vidéos sur un grand écran. Donc merci à Luca d'avoir transformé tout ça en plus grand que ce que ça n'était. Voilà, merci beaucoup d'être là. Merci. Merci. Je tenais à vous remercier grandement pour ce beau témoignage que vous nous apportez. Merci à toutes trois. Merci à Sophie pour cette rencontre qui m'émeut. J'ai pas de mots, mais enfin, l'inconscient est structuré comme un langage. Vous avez trouvé les 3A de Atlanta. Votre 404 s'en est reparti à Bordeaux et elle a rencontré la fusée au bord de l'eau. Et l'histoire continue avec cette belle fusée. Et cette fusée m'émeut parce que j'ai suivi dans mon atelier d'art plastique pendant plusieurs années une petite fille qui traversait une phase de deuil, qui avait elle-même perdu son petit frère, Hugo. Voilà. Merci.